Alors bonjour à tous, ici on se retrouve pour le chapitre donc 19, énergie cinétique et travail d'une force. Donc on va surtout parler de travail d'une force, qui est la grosse nouvelle partie de ce programme. Si vous n'avez pas vu la vidéo activité découverte du travail, eh bien faites pause tout de suite, vous allez voir donc la vidéo activité découverte du travail. Il faut faire ce cours après avoir vu l'activité découverte. Du coup, grand 1, travail d'une force, et donc travail d'une force constante. Donc maintenant qu'on a un petit peu vu de quoi il s'agissait, on va pouvoir formaliser un petit peu plus tout ça. Donc le travail, on a déjà vu, que ça se notait W. Et vous voyez, ça va être important de préciser plusieurs choses à chaque fois sur ce travail. WAB, puisque c'est le déplacement entre A et B, c'est le travail d'une force, donc entre parenthèses on met la force, et attention là c'est bien un vecteur. Donc le travail WAB de la force F, donc de vecteur F, d'une force F constante exercée sur un système lors du déplacement d'un point A à un point B est défini, vous mettez donc ici sur les pointillés, est défini par le produit scalaire de vecteur F et vecteur AB. Donc ce sont ces deux grandeurs-là, par le produit scalaire de vecteur F et vecteur AB. Donc vous mettez bien les flèches au-dessus, là, ce sont des vecteurs. Vous avez vu, donc si vous avez la spécialité mathématique, vous avez vu le produit scalaire, et justement ça se note avec un point comme ça au milieu entre les deux. Donc c'est vraiment le produit scalaire de ces deux grandeurs. Si vous ne faites pas de spécialité maths, c'est pas non plus très grave pour ça, puisqu'en fait, c'est quoi la définition du produit scalaire? Eh bien c'est la norme de chaque vecteur. Donc en physique, vous vous rappelez, on ne met pas juste, on enlève la flèche, et donc on passe à la norme. Donc ça fait F fois AB fois cosinus alpha, avec alpha qui est l'angle entre vecteur F et vecteur AB, soit en degrés ou en radians. Alors en physique, on préfère souvent quand même parler en radians. Après, si on parle en degrés, ce que je ferai dans ce cours, parce que vous avez plus l'habitude des degrés, vous pouvez simplement, ce qu'il faut faire attention, c'est que la calculatrice soit bien en mode degré. Donc là, vous faites le cosinus de l'angle, il faut bien que ce soit en degré. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans l'activité découverte. Et voilà, donc important, le travail, c'est un nombre. D'accord? C'est-à-dire qu'on va faire un calcul, et à la fin, on ne trouve pas un vecteur. Quand on fait un produit scalaire de deux vecteurs, excusez-moi, quand on fait un produit scalaire de deux vecteurs, donc vecteur F et vecteur AB, on obtient un nombre. Et ici, le nombre, c'est le travail. Alors ce travail, il est en joules, on va y revenir après, c'est une énergie. F est en newton, AB en mètres, et puis alpha, donc on l'a déjà dit, c'est l'angle entre les deux. Voilà pour la définition. Ensuite, eh bien, vous pouvez avoir plusieurs cas. Alors, on n'en a pas parlé, pas trop dans l'activité. Soit ce travail, il va être positif. Donc vous faites votre calcul, à la fin, vous tombez donc sur une valeur 10 joules, 10 000 joules, bref, donc des joules, mais positif. Ça va signifier quoi? Ça va signifier que l'angle alpha, il va être compris entre 0 et 90, d'accord? Autrement dit, le cosinus de l'angle alpha, lui, il est entre 0 et 1. Eh bien, on parle d'un travail moteur, on l'a déjà vu, on va réussir à mettre en mouvement l'objet, c'est-à-dire que la force va favoriser le déplacement que l'on souhaite. Donc travail positif, dit travail moteur, dit c'est bon, si on veut, c'est le cas que l'on aime bien, la force va favoriser le déplacement que l'on veut. Ensuite, un cas particulier qu'on a déjà vu dans l'activité, c'est quand le travail est nul. Donc là, vous notez bien, au lieu des pointillés, vous notez bien ici, travail moteur, la force favorise le déplacement. Un cas particulier quand le travail est nul, eh bien, c'est que pour une seule valeur, alpha égale 90 degrés, cosinus alpha, du coup, vaut 0, c'est d'ailleurs pour ça que le travail est nul, donc 0 joules dans ce cas-là. Le travail est nul, la force n'a pas d'effet. Alors exemple, on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu dans l'activité découverte, c'est lorsque le personnage essayait de tirer le wagon à la perpendiculaire, ça ne marchait pas pour les rails. Autre exemple classique, quand vous êtes sur un vélo, je vais finir puis je vous le redirai après, tiens, comme ça on verra les trois cas. Donc le travail, il va être négatif en revanche lorsque alpha va être compris entre 90 et 180 degrés, c'est-à-dire que le cosinus de l'angle alpha va être entre moins 1 et 0, et du coup on dit que le travail est résistant, la force ne favorise pas le déplacement. D'accord? Travail résistant, la force ne favorise pas le déplacement, c'est-à-dire qu'elle a tendance même à freiner le déplacement. Donc je reviens au cas du vélo, vous avez tous expérimenté ça, le vélo, quand il y a du vent, soit on aime bien, soit on n'aime pas du tout, soit on s'en fiche. Les trois cas, ils sont là en fait. Travail moteur, c'est quand vous avez le vent comment? Quand vous avez le vent dans le dos. Vous avez un travail qui est moteur, c'est-à-dire que la force favorise le déplacement, le vent va vous pousser, vous allez avancer facilement. Travail nul, quand vous avez le vent de côté, on s'en rend pas compte en fait, ça change rien. Si vous avez le vent qui arrive de là ou de là à vélo, voilà, c'est comme s'il n'y avait pas de vent du tout.
on voit bien ici que c'est le travail de la force est nul. Travail résistant, bah là c'est l'exemple bien connu hein, du vent de face. Alors forcément le pire c'est quand on l'a vraiment de face, sinon on peut l'avoir de 3/4 face, etc. Vous voyez bien qu'on balaye tous ces angles-là. On dit que le travail est résistant, et bah du coup hein, la force ne favorise pas le déplacement, ça a tendance à vous freiner. Donc voilà, au travers de l'exemple classique du vélo, ce que ça peut donner. Ensuite, cas particulier du travail du poids. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, on va calculer le travail de certaines forces. Et puis il y a quand même une force qui est très classique, hein, c'est le travail du poids. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va le calculer. Alors déjà, vous vous rappelez, on a écrit WAB de la force. Donc là, la force, c'est vecteur P. Donc là, on ne met pas un F, hein, on met bien un P. Du coup, WAB du vecteur P, c'est quoi? Eh bien, c'est P scalaire AB. C'est vecteur P scalaire vecteur AB. Autrement dit, le poids P, je le connais, c'est la masse fois vecteur G. Donc ça, c'est le champ de gravitation dans lequel plonge l'objet considéré, hein, de masse M. Et donc vecteur AB ensuite. Tout ça, ça donne quoi si je fais le produit scalaire? Du coup, bien, ça fait mg fois AB fois cosinus alpha avec alpha qui est l'angle entre les deux. Ok. Dans un repère maintenant avec un axe vertical Z orienté vers le haut. Qu'est-ce que ça donne si je regarde comme ça le poids? Alors, vous avez ce schéma aussi, hein. Le système va se déplacer d'une position A à une position B, donc c'est un système qui a une masse M. Et important, vous voyez là j'ai mis Z vers le haut, comme ça. Au départ, il est au point A ici, à la fin il est au point B, et il va par exemple faire cette trajectoire. Voilà. C'est n'importe quoi, hein. C'est un oiseau, c'est un paquet de farine que je suis en train de prendre et de vous faire bouger comme ça, bon, n'importe quoi. Juste, il passe d'une altitude ZA à une altitude ZB. Ce qu'on va voir, c'est qu'il va y avoir un moyen simple d'exprimer le travail du poids. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans le triangle rectangle AHB, on a quoi? Alors, AHB, l'angle alpha, eh bien, vous voyez que l'angle alpha, alors, là, j'ai le poids P, d'accord, donc dirigé vers le bas, hein, forcément, et là, donc j'ai la trajectoire de mon système. Donc, avec le déplacement AB comme ça. Au final, hein, il était de A, il va à B. L'angle alpha, je le retrouve où? Eh bien, c'est entre la force, on a dit, ok, donc entre P et le déplacement. Donc c'est entre ça et ça, du coup je le retrouve là. Et en fait, bah, je le retrouve là aussi, alpha. Ça c'est de la géométrie, hein, de collège. Si j'ai alpha entre cette droite-là et cette droite-là, je l'ai aussi entre celle-là et celle-là. Donc ok. Du coup, ça veut dire que cosinus alpha, c'est quoi? Eh bien, c'est adjacent sur hypoténuse. En l'occurrence, cosinus alpha, hein, adjacent c'est lequel? Eh bien c'est celui-là, AH, et hypoténuse c'est celui-là, AB. Donc j'ai cosinus alpha qui vaut AH sur AB. Or, AH, c'est quoi? Eh bien c'est ZA moins ZB. Alors attention, là je fais en sorte que ce soit positif, hein, donc je fais ZA moins ZB. On en déduit quoi? Eh bien, donc ça vous allez le noter, hein, on en déduit une expression de AB. Là, j'ai cosinus alpha égale ZA moins ZB divisé par AB. Du coup, AB, hein, qu'est-ce que je fais là? Je multiplie par AB de chaque côté. Ou alors, si vous voyez AB, je le passe là. Cosinus alpha, ça vient là. Donc ça fait ZA moins ZB sur cos alpha. D'où le travail du poids. Je reviens hein, sur ce qu'on avait au départ. On avait écrit mg fois AB fois cosinus alpha. Et ce qui est important là, c'est que, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une expression de AB. Je vais pouvoir l'exprimer autrement. Comment je l'exprime, ce AB? Eh bien, on a dit par ZA moins ZB sur cos alpha. Donc je remplace AB, je remplace simplement par ça. Donc mg fois ZA moins ZB divisé par cos alpha fois cos alpha. Bon, et bah du coup, on a cos alpha qui se simplifie. Et vous notez ceci. Donc ça, c'est à savoir, c'est quelque chose de classique. Le travail du poids pour un déplacement de A à B, c'est mg ZA moins ZB. Ou plus simplement, mgh. C'est-à-dire la hauteur hein, entre A et B. Donc le travail du poids entre A et B, c'est mg ZA moins ZB. C'est quelque chose d'intéressant. Déjà, donc c'est un résultat, vous voyez, finalement c'est facile. Donc, quand vous avez le travail du poids d'un objet qui est en train de bouger, eh bien c'est facile pour connaître le résultat en joules. C'est quoi? C'est mgh. Plusieurs remarques à ce sujet. Vous avez donc les unités, le travail en joules, la masse en kilogrammes. G, si on est sur Terre, donc c'est 9,8 Newton par kilogramme. Si on est ailleurs, bien sûr, on prend les valeurs
correspondantes, et puis ZA, ZB en mètres. Plusieurs remarques. Regardez ici, notre système il a fait cette trajectoire-là, et en fait on s'en fiche de la trajectoire qu'il a faite. Ce qui nous intéresse c'est juste ZA et ZB. Son altitude de départ, son altitude finale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que dans le cas de notre objet ici, eh bien il est parti de A, il est arrivé à B. Bon, en gros il est descendu de quelques mètres. D'accord. Eh bien il a donc gagné de l'énergie. En fait c'est un petit peu comme si j'avais pris un stylo comme ça, et je le lâche, il tombe comme ça, et bien il acquiert de l'énergie. D'accord? Donc le travail du poids dans ce cas-là, parce que c'est un objet qui descend comme ça, il est moteur. A l'inverse, si on imagine que je pars de B et que je remonte vers A, donc c'est le cas d'un objet que je suis en train de soulever, vous voyez, quelle que soit la trajectoire que je fais, donc je peux faire ça, ça, etc. Eh bien, le travail du poids, dans ce cas-là, il est résistant. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Eh bien, en fait, pourquoi on s'en fiche de la trajectoire qu'il fait? Vous voyez bien que, qu'est-ce qui oppose de la résistance? C'est le fait de vaincre le poids, donc c'est la composante verticale, comme ça, c'est quand je monte mon stylo, que je suis en train de lutter contre le poids. Si je fais un déplacement comme ça, d'accord, donc parallèle au sol, je ne lutte pas contre le poids, je maintiens juste le stylo à la même hauteur. Donc c'est pour ça que les composantes qui sont parallèles au sol ne rentrent pas en compte. En fait, chaque mouvement, vous voyez, si je fais un mouvement comme ça, en fait, vous pouvez le décomposer en un mouvement comme ça et comme ça. D'accord? N'importe quel mouvement, finalement, vous pouvez le décomposer en une composante verticale et horizontale. Et à chaque fois, la composante horizontale, elle ne va pas compter. Puisque, d'ailleurs, elle est perpendiculaire au poids. Donc, vous avez le travail de la force qui est nul, puisque c'est perpendiculaire au poids. Bref, quelle que soit la trajectoire du système, ce qui compte, c'est le dénivelé, donc entre quand je suis là ou là. Ça, on s'en rend bien compte, hein, si je vous demande de porter un sac de 25 kg, quand vous allez le soulever, ça va quand même vous demander un effort. Après, le maintenir, bah, c'est pas grand-chose. Il faut le porter quand même, mais par rapport à le soulever, c'est quand même pas grand-chose. Voilà, c'est simplement ce que dit ceci. Donc le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Ça, c'est quelque chose qui est à retenir. L'autre remarque, c'est que dans le cas ici, j'ai MG, ZA moins ZB. A, il est au-dessus de B, donc ça veut dire que je vais avoir quelque chose de positif. Le travail va donc être positif. Eh bien, est-ce que c'est le cas? Oui, mon objet est en train de descendre, donc le travail est positif. Si je fais l'inverse, c'est-à-dire si je pars de B vers A, comme je l'ai imaginé tout à l'heure, eh bien, je vais avoir quelque chose de négatif. ZA moins ZB va être négatif. C'est bon, puisque le travail va être négatif, il va donc être résistant, je suis en train de lutter contre le poids. Donc c'est important ça. Quand vous avez le ZA moins ZB ici, il faut faire attention à ce qu'on a choisi. Donc moi j'ai choisi un axe vertical vers le haut, et donc faites comme moi, ce sera le plus simple, hein, et dans les exercices, et du coup vous avez un travail qui va être positif ou négatif en fonction des résultats. Il faut bien vérifier ça quand vous faites un calcul, c'est-à-dire que vous dites tiens ok, l'objet il est en train de descendre, bon le travail doit être positif. Si vous trouvez un résultat négatif, c'est que vous êtes trompé quelque part. Bref, on fait attention. On passe au grand 2. Grand 2, théorème de l'énergie cinétique. Alors, dans ce grand 2, on va voir du coup un petit peu la signification du travail. Parce que pour l'instant, on a vu des définitions, on a vu que c'était en joule, donc comme une énergie, on n'a pas vraiment compris ce que c'était que cette histoire de travail. Alors, rappel déjà sur l'énergie cinétique. C'est quelque chose que vous avez dû déjà voir au collège. L'énergie cinétique d'un système de masse m et de vitesse v dans un référentiel donné est définie par EC, donc l'énergie cinétique, 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Le EC, donc l'énergie, c'est une énergie, donc c'est forcément en joules, la masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde. Donc vous notez bien ceci, je rappelle c'est quelque chose que vous avez vu au collège. Et l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est l'énergie que j'ai du fait de mon mouvement. Lorsque je suis en train de bouger dans un certain référentiel, eh bien, j'acquiers une énergie, d'accord? Comment on peut se rendre compte de ça? Eh bien, lors d'un crash test, par exemple, vous avez de l'énergie cinétique qui va être dissipée dans un objet. Alors, je vous fais voir ça. Bon, j'ai pris n'importe quelle voiture relativement récente. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, certes, l'habitacle est protégé, et heureusement, c'est l'objectif, mais tout ce qui est devant, là, l'objectif de la partie de devant, c'est d'absorber un maximum d'énergie cinétique pour que les occupants aient le moins d'énergie cinétique ensuite, lors de la décélération.
D'accord? Donc, je vous refais voir ça ici. Voilà, vous voyez ce qui est important dans une voiture, c'est quoi? C'est que tout ça se déforme et si vraiment ça pouvait absorber un maximum d'énergie cinétique avant d'arriver dans l'habitacle, eh bien c'est vraiment ce qu'on veut, quoi, d'accord? Alors au passage, cette énergie cinétique, donc soit elle déforme le véhicule, ou elle déforme le solide ici, ou elle le met en mouvement d'ailleurs, euh, mais voilà, cette énergie-là se dissipe, d'accord? Je pense qu'on vous a déjà parlé de tout ça au collège. Et voilà pour cette énergie cinétique. Ce qui est important de se rappeler, c'est que donc ça dépend de la masse, d'accord? Donc entre un camion et une voiture, eh bien, il y a plus d'énergie cinétique pour un camion, mais ça dépend surtout de la vitesse au carré. C'est-à-dire que quand vous allez 2 fois plus vite, eh bien vous avez 4 fois plus d'énergie cinétique. Ça me permet de revenir sur un petit peu sur un sujet de société. Bon là on est sur totalement autre chose, hein, mais il y a à peu près un an, il y a un débat qui a agité la France autour des 80 km/h. Et donc les gens souvent disent oui, 80 km/h par rapport à 90, c'est pas grand chose. Bah oui, mais attention, la vitesse elle est au carré. Donc lors d'un choc frontal, si vous êtes à 90 contre 90, ou si vous êtes à 80 contre 80, bah vous voyez que c'est plus du tout la même chose. Alors ça dépend de plein de choses, de la masse des véhicules aussi, de l'angle d'impact, tout ça. Bon. Mais n'empêche que quand vous baissez la vitesse de 10 km/h, on se dit ouais c'est pas grand chose, mais en fait si. Prenez conscience de l'énergie cinétique que vous avez, elle est vraiment énorme dans une voiture. Et du coup, en cas de choc, on vient de le voir, alors là, le choc que je vous ai montré, c'est à 64 km/h. Vous voyez, on n'est même pas à 80. Et du coup, les crash tests sont faits pour qu'on puisse survivre à 64 km/h, puisque c'est la vitesse moyenne d'impact, justement, le temps que l'on freine. N'empêche que si on peut réduire encore cette vitesse, eh bien on réduit le nombre de blessés, le nombre de décès, ce qui est quand même vraiment souhaitable. Bon, voilà pour l'énergie cinétique. Sur ces petits rappels. 2 maintenant, énoncé du théorème de l'énergie cinétique. Alors, je vous lis tout ça, on note, et puis après, on voit un petit peu de quoi il en retourne. La variation d'énergie cinétique. Donc, c'est une variation, du coup, c'est delta EC. D'un système de masse M entre 2 points A et B est égal à la somme des travaux des forces. Donc, ça, c'est le signe de somme. Si vous ne l'avez pas vu en maths, c'est simplement pour dire que, vous voyez, si je veux écrire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, au bout d'un moment, ça commence à être pénible. Donc du coup, les mathématiciens ont inventé un signe, ce signe-là, le signe somme. Vous mettez par exemple somme de i égale 1 à 10, di, et du coup ça vous remplace le 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 10, juste en écrivant ça. Bon, si là vous n'avez pas compris, vous retenez juste que ça, c'est la somme des travaux. C'est-à-dire que si vous avez 2 forces, ben, il faut prendre en compte ces 2 forces-là. C'est-à-dire qu'il y aura le travail de la force 1, le travail de la force 2, etc. etc. Appliqué au système, et donc delta EC c'est égal à quoi? C'est égal à EC moins ECB moins ECA, donc l'énergie cinétique à la fin moins l'énergie cinétique au début, et c'est égal donc à la somme des travaux des forces. Si j'ai 15 forces, et j'écris le travail de chaque force à chaque fois, F1, F2, F3, etc. Si j'ai une seule force, bah, tant mieux, je mets que la première. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Ça a l'air méga compliqué, en fait vous allez voir c'est pas si compliqué que ça. Quand vous prenez un objet, par exemple ça, et que vous le lancez, eh bien vous êtes en train d'appliquer à cet objet un certain travail. Pourquoi? Bah, vous lui donnez une certaine force, d'accord? Vous allez le lancer avec une certaine force qu'on pourrait mesurer en newton, et bah, vous allez appliquer cette force sur un certain déplacement, AB. Vous le lâchez, d'accord? Et si on pouvait voir juste après cet objet, quelle est la différence par rapport au début? Eh bien, il a une certaine énergie cinétique. Il s'est mis à accélérer, il a une vitesse, d'accord? Au départ, il n'en avait pas. Quand je le lance, eh bien, il acquiert une énergie cinétique. Ça veut simplement dire que une force qui travaille va vous communiquer de l'énergie à l'objet. Si je suis en train de, par exemple, de tirer, je sais pas, avec une corde, je tire sur une voiture, je la mets en mouvement, eh bien, le travail de ma force, c'est-à-dire, j'ai ma force, je suis en train de tirer, selon un certain déplacement, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, etc., eh bien toute l'énergie que moi je vais dépenser, elle va être mise dans la voiture en énergie cinétique. D'accord? Elle va acquérir une certaine énergie cinétique. C'est ce que je vous ai mis ici un petit peu. Donc par exemple, si la somme des travaux des forces appliquées au système est positive, son énergie cinétique augmente, donc la valeur de la vitesse augmente. Voilà, vous êtes en train de faire bouger la voiture. C'est un théorème qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de relier une énergie en joules à
une force et un déplacement, surtout une force. Donc ça permet de faire le lien entre force et énergie. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc c'est à ce moment-là que normalement tout doit se clarifier un peu dans votre tête. Une énergie, une force, c'est pas la même chose. N'empêche que c'est relié. Alors, petite note, ce théorème n'est valable que dans un référentiel galiléen. Et là vous allez me dire, c'est quoi un référentiel galiléen? Pour faire simple, si vous voulez appliquer ce théorème dans un manège qui tourne très vite, ça ne marche pas. Vous verrez ça l'an prochain plus en détail, le référentiel galiléen. J'en reparlerai aussi dans la suite des cours. En gros, si vous êtes sur Terre et que l'expérience ne dure pas trop longtemps, c'est-à-dire pour négliger la rotation de la Terre, ce théorème il fonctionne. Voilà. Exemple de la chute libre. Alors, 3. Eh bien, on va voir qu'on va pouvoir avoir des résultats intéressants dans le cas de la chute libre. Alors là, il faut vous rappeler du tout début d'année, vraiment le premier cours. Je vous avais dit, si je prends un objet et que je le lâche, quelle est la vitesse d'arrivée au sol? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va le démontrer grâce à ce théorème. Donc, un système en chute libre entre les points A et B n'est par définition soumis, pardon, là c'est pas c'est par, qu'à son propre poids. C'est vraiment la définition. Attention, chute libre, on a tendance à dire que c'est je vous lâche comme ça depuis un avion. Bah non, vous n'êtes pas en chute libre puisqu'il y a de l'air. En chute libre, il n'y a pas d'air. C'est par exemple, je vous lâche au-dessus de la Lune. D'accord? Vous accélérez constamment jusqu'à toucher le sol de la Lune. Donc attention, chute libre égale soumis qu'à son propre poids. À ce moment-là, eh bien, la variation d'énergie cinétique, c'est ECB moins ECA, c'est ce qu'on vient juste de mettre ici. C'est égal à la somme des travaux des forces. Bon, bah là, j'ai qu'une seule force qui est donc le travail du poids, puisqu'il n'est soumis qu'à son propre poids, il n'y a qu'une force. Vous voyez, si jamais il y a 3 forces, il faut mettre les 3. Là, il n'y en a qu'une. D'où, alors on va remplacer tout ça. Eh bien, ECB, c'est quoi? C'est 1/2 de mv au carré, mais c'est 1/2 de la vitesse en B. B, pardon, c'est quoi? C'est un point quelconque en dessous du point A, d'accord, à partir duquel j'ai lâché l'objet. Moins 1/2 de mva au carré, donc A étant le point de départ, donc par exemple là c'est point A, je lâche l'objet et ça arrive là, point B, voilà. Égale donc le travail du poids, donc ça vous le notez. Souvent dans le cas d'une chute libre, on va considérer que je fais une chute sans vitesse initiale. C'est-à-dire que l'objet, je le prends comme ça et je le lâche. Vous voyez, je ne lui ai pas donné de vitesse. Je ne suis pas en train de faire ça par exemple. Donc c'est sans vitesse initiale, vraiment comme ça. On a donc VA qui vaut 0 mètres par seconde, d'accord? En A ici, ça vaut 0. D'où 1/2 de mvb au carré, je n'ai plus VA parce que c'est égal à 0, égale mg za moins zb. J'ai remplacé le travail du poids par son expression. Donc mg za moins zb. Qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien que la masse se simplifie. Donc là vous pouvez rayer, moi je ne peux pas écrire, mais là vous rayez la masse, je divise par la masse de chaque côté. Ça c'est hyper important, on divise par la masse de chaque côté, on y reviendra à la fin. Du coup, VB au carré, il ne me reste plus que le 1/2, donc je multiplie par 2 de chaque côté, et donc j'ai 2 fois G fois ZA moins ZB, soit VB égale racine carrée de 2G ZA moins ZB. J'enlève bien évidemment la solution où VB est négative, puisqu'en physique on va retenir que les solutions de vitesse positive. VB égale racine de 2G fois ZA moins ZB, c'est-à-dire racine de 2GH. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au tout début de l'année vous avez dit, justement, vous lâchez un objet comme ça, eh bien c'est racine de 2GH, la vitesse avec laquelle il arrive au sol. Ça veut dire que cette vitesse de chute ne dépend pas de la masse, d'accord? Vous voyez bien, on a divisé par la masse. Elle dépend simplement de la hauteur depuis laquelle on lâche l'objet et de petit g, l'intensité de la pesanteur sur l'astre considéré. Donc sur Terre 9,8, sur la Lune par exemple 1,6. Et du coup, vous rappelez-vous, les vidéos, je vous avais montré ça au début d'année. Vraiment, ça ne dépend pas de la masse de l'objet, s'il n'y a pas d'air, d'accord? Donc sur la Lune, vous avez fait voir la vidéo, vous prenez un marteau et une plume, ce qui a été fait lorsqu'on est allé sur la Lune, l'expérience, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Vous les lâchez, et bien ils tombent exactement en même temps, à la même vitesse et exactement en même temps au sol. Vous avez fait voir aussi la vidéo de la BBC, où on refait cette expérience sur Terre en faisant le vide d'air dans une très grande salle. Voilà pour ce chapitre.